Alpha Blondie. Alpha Blondie. Peace, love and unity. 97.9. Passagers du vol 97.9. Bienvenue sur Alpha Blondie FM. Alpha Blondie FM. Pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, et si on s'écoutait? Une émission produite par Alpha Blondie et présentée par Touré Bassa Aïssata. Notre richesse réside dans notre diversité culturelle. Réapprenons à nous parler. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre, c'est bien votre émission sur Alpha Blondie FM, la 97.9. À mes auditeurs, je reçois pour vous aujourd'hui une personne que je poursuis depuis plus d'un an parce que j'ai voulu coûte que coûte l'avoir à notre antenne pour s'adresser aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis très heureuse d'avoir pour vous sur le plateau d'Alpha Blondie FM Monsieur Kakabé, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Et avec lui, je pense qu'il est très bien placé pour parler de la situation en Côte d'Ivoire actuellement, parce que cette situation qui semble échapper à tout le monde. Et malgré les tensions, il y a certainement des choses à faire. Et puis j'aimerais bien pouvoir lui demander, Monsieur Kakabé, bonjour, merci beaucoup d'être venu. Et surtout, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette situation qui vraiment n'arrange personne, vraiment? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter sur ce plateau, disons à cette radio. Cette radio, oui. À cette radio. Mais je voudrais surtout que vous me permettiez, n'est-ce pas, de trahir un secret. Trahissez le secret. Ma joie est d'autant plus grande de vous retrouver, d'autant que vous avez été mon professeur au département d'allemand. Bien sûr, vous m'enseignez l'anglais. Et après tout ce temps-là, je suis heureux de vous retrouver en bonne santé. Vous allez donner le secret justement pour dire aux gens que je suis un peu trop vieille là maintenant. Mais non, bien au contraire. Ouais. Je vois que vous êtes resté très jeune. Très jeune, ça veut dire que vous avez commencé à travailler tôt. Et c'est ça la Côte d'Ivoire aussi. Alors, pour parler de la situation du pays, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire. C'est notre beau pays que nous avons en commun, en partage, qui a été fondé par le président Houphouët, le père fondateur. Tout à fait. Il nous a amené à l'indépendance en 1960, tout le monde le sait, à sa façon, avec la ruse, l'intelligence, parce qu'il se trouve des professeurs d'histoire qui vous diront que notre indépendance a été octroyée parce que Houphouët n'avait pas engagé de bataille frontale avec le colon. Houphouët aimait lui-même dire que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Absolument. En réalité, ce que Houphouët voulait dire à l'origine, c'est que la politique, c'est la saine appréciation des forces en présence. Quand Houphouët avait vu la force des colons, même si nous avions le désir d'aller à l'indépendance, il savait très bien que les forces n'étaient pas équilibrées. Tout à fait. Nos parents à l'époque, nos grands-parents n'avaient pas les moyens sophistiqués pour faire face aux colons. Houphouët a adopté sa méthode à lui, qui nous a conduit à l'indépendance sans mettre beaucoup trop de vie des Ivoiriens en difficulté ou en péril. Ouais. Voilà, donc cette philosophie-là, moi qui suis militant du PDCI, moi qui me réclame sa philosophie, je ne perds jamais ça de vue. Voilà 27 ans que Félix Houphouët-Boigny est décédé. Ce pays-là, si mes souvenirs sont bons, c'est ici que tous les conflits de la sous-région trouvaient solution. C'est ici que tous les conflits, même du continent, trouvaient solution. Voilà un pays qui acceptait les Libanais quand ils fuient la guerre, les Libériens quand ils fuient la guerre, ainsi de suite. Chacun venait ici ou vient ici pour trouver la paix parce que c'est un pays stable. Houphouët a bâti donc ce pays-là, et comme personne ne peut être éternel, Houphouët est parti. Mais en nous laissant en héritage la paix. Et il a toujours conseillé
aux acteurs politiques de toujours d'utiliser toujours le dialogue. Le dialogue. Et il prévenait, quand le conflit n'a pas pu faire l'économie, la guerre, parce qu'on n'a pas tout de suite au dialogue, on revient toujours au dialogue. Toujours. Regardez vous-même ce qu'on vient d'assister, c'est à quoi on vient d'assister. Que le président Ouattara et le président Bédié se retrouvent à l'hôtel du Golfe. Qu'est-ce que c'est beau. C'est ce qu'il faut nous enseigner. Mais entre-temps, il y a eu des morts. Il y en a eu. On aurait dû éviter ça en commençant par là. C'est ce que moi j'ai préconisé. Parce que c'est quoi finalement le souhait ou le bonheur de l'homme politique? Le bonheur de l'homme politique, c'est de savoir que par son action, il contribue à alléger, à améliorer la vie de ses concitoyens, à les rendre heureux. Houphouët-Boigny, déjà à l'indépendance, vous savez madame, je ne vous apprends rien, vous qui m'avez enseigné. La Côte d'Ivoire n'avait pas de cadre. Comment peut-on bâtir un peuple, un pays, si on n'a pas de cadre? La Côte d'Ivoire n'avait pas d'ingénieur, pas de médecin, pas de professeur. Il faut y recours, n'est-ce pas, à l'intelligence, la sous-région. Les Daoméens nous enseignaient ici. Les Sénégalais nous enseignaient ici. Les Togolais. De 60 à 70, en l'espace de 10 ans. Parce qu'il y a eu la paix, la stabilité, il faut inverser toutes les tendances. C'est d'ici désormais, dans nos écoles maternelles, écoles primaires, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, que toute la sous-région venait justement en quête du savoir. Tout à fait. Et il faut réussir tout ça, parce qu'il y a eu la stabilité, il y a eu la paix. Lui-même, il a dit, le peu que nous n'avons pu bâtir, on a pu le faire parce qu'il y a eu la paix, parce qu'il y a eu la stabilité. Au fond, il faut privilégier à un moment donné la construction du pays. Et souvent, je l'écoutais, il aimait dire, ce dont l'Afrique a besoin, c'est pas de se nourrir d'idéologie. L'Afrique a besoin de développement, de se construire. Et je comprends maintenant pourquoi il a dit à l'époque que nous n'étions pas encore prêts pour aller à la démocratie. Dans le parti unique, oui, on a pu bâtir, il y avait la paix, il y avait la stabilité. Depuis que nous sommes revenus au pluralisme, et depuis qu'Houphouët-Boigny est décédé, nos contradictions secondaires ont pris le pas sur l'essentiel, et on passe le clair de notre temps à nous battre, et notre pays recule. Comment vous expliquez que, là où il n'y avait pas d'enseignants, d'ingénieurs, de médecins, de cadres qualifiés, avec uniquement l'effort de nos paysans, puisque ne l'oublions pas, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, le café et le cacao. Les braves paysans ont bâti l'économie de ce pays, ont fait de la Côte d'Ivoire le grenier de la sous-région. Avec à peine 3% de croissance économique, les Ivoiriens mangeaient bien. Nous mangeons tellement bien que nous sommes payés même le luxe d'inviter tous nos voisins à notre table. Aujourd'hui, là où nous parlons de 8% de croissance économique, alors que les mêmes paysans continuent de produire, et qu'on a des ingénieurs, on a des pharmaciens, on a des cadres qualifiés, compétents. Comment c'est en ce moment-là que nos jeunes choisissent d'aller mourir en mer parce qu'ils recherchent l'Eldorado ailleurs? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. À qui la faute? Qui est responsable? Ce n'est pas nos paysans qui produisent, ce n'est pas nos enfants qui attendent tout de nous. C'est finalement qu'on le reconnaisse. C'est la responsabilité incombe à la classe politique ivoirienne. Nous avons besoin de nous remettre en cause. Si nous ne voulons pas nous faire harakiri nous-mêmes et faire en sorte que le peuple se dresse contre nos demain, nous avons besoin de nous remettre en cause. La politique, ce n'est pas un lieu où on vient forcément pour se faire des ennemis. La politique est un jeu. Elle commence par les idées, par les débats. Elle finit toujours par le vote. Et c'est le peuple qui décide. Une fois que le peuple a décidé, on s'en tient à la décision du peuple. Il n'y a pas de jeu au monde qui se solde par deux vainqueurs. Sur un terrain de football, vous avez deux équipes qui s'affrontent. À SEC Africa, à l'issue des 90 minutes, il y aura un seul vainqueur et l'autre est vaincu. Si on le comprend, si on l'accepte, eh bien on va bâtir une paix qui va profiter à nos enfants. Voilà un peu ma compréhension, mon analyse. Et je dis, c'est ce qui m'a fondé moi à être candidat, là où tout le monde appelait au boycott et voulait entraîner donc le peuple dans une aventure incertaine. Pardon, vous avez été un peu critiqué à gauche et à droite par l'opposition justement, pour vous être présenté quand tout le monde a dit on boycotte. Ça n'a pas d'importance. La politique de la chaise vide, je ne sais pas, vous n'êtes pas adepte de cela. D'abord, je ne suis pas adepte de la politique de la chaise vide, mais mieux, madame. Ce qui me préoccupe, c'est la paix. Tout à fait. Et aucun
un sacrifice n'est grand quand il s'agit de la paix. Les critiques, les injures, de personnes qui, je le sais, tôt ou tard, vont comprendre le bien fondé de ma démarche, n'était pas pour moi quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est que la Constitution ivoirienne a prévu une date. Pendant 5 ans, nous le savions tous, que le 31, le dernier 31 des 5 ans, nous devons aller aux élections. Oui. Cette date était consignée, et donc est consignée dans la Constitution. Tous les acteurs politiques le savent. Nous avons tous travaillé, je suppose, pour préparer ce rendez-vous-là. Et quand ce rendez-vous arrive, il se trouve des gens pour vous dire, n'allons pas à ces élections. Moi, je pose une question simple. Quand on ne va pas à une élection le 31, qu'est-ce qu'on fait en lieu et place du scrutin? Parce que passer le 31, Alassane n'est plus fondé à dire qu'il est chef d'État. Passer le 31, les généraux de l'armée, les policiers, tout le monde, personne n'est obligé d'obéir au président de la République dès lors qu'on n'a pas allé aux élections. Je ne souhaitais pas cette aventure pour le peuple, encore que nous avons déjà vécu la guerre. Ouais. On a connu le coup d'État. Nous en connaissons le coût, le prix. Pourquoi souhaiter encore une aventure pareille au peuple de Côte d'Ivoire? Eh bien, devant cette situation, voyez-vous, madame, que les critiques, les insultes, ce n'était pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que la Côte d'Ivoire reste debout, que ces mêmes qui m'insultent et qui me critiquent aient encore la vie. C'est le plus important. Nos enfants qui s'inscrivent à l'école primaire aujourd'hui, où vont-ils? Notre responsabilité, c'est de leur garantir un avenir. Ce n'est pas dans le chaos. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, prioritairement, aujourd'hui, que nous devons construire, c'est la paix sociale, c'est la stabilité. Sans paix, sans stabilité, il n'y a pas, une personne ne viendra avec nous ici pour investir, créer de la richesse. Donc, il faut que nous nous mettions tous, et ça dépend des sacrifices. Moi, j'en ai fait. Je ne regrette pas d'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que, au fond, nous disait, l'homme a 3 juges. Sa conscience, le peuple et Dieu. Le jugement de Dieu, c'est le dernier jugement, personne ne sera témoin. Laissons le peuple avec son jugement. Mais c'est ma propre conscience. Est-ce que je suis en harmonie avec ma conscience? Est-ce que je suis convaincu que ce que je veux faire là, il est bon, il est dans l'intérêt du peuple? Je le fais. Jésus-Christ a été crucifié. Combien sont-ils aujourd'hui dans les églises? Ils sont nombreux. Ainsi va le monde. Oui. Et pour peut-être vous emboîter le pas un peu, je vais me permettre de lire une chose contre laquelle Houphouët-Boigny justement nous avait mis en garde. Il avait dit ceci: si notre patrie est aujourd'hui à l'abri des déviations séparatistes et des crises profondes, si elle est devenue beaucoup plus une addition de collectivités d'individus, le creuset réel et solidaire où se fond peu à peu la communauté nationale, elle reste à la merci des tentations. Bien entendu. Et il a ajouté, aussi déterminant que soient nos acquis, les rivalités ethniques et les préoccupations partisanes restent en particulier des données trop actuelles et trop vivantes pour être négligées. Apparemment, les politiques ont un peu négligé cette chose. C'est-à-dire Houphouët connaissait son pays et son peuple. Il savait aussi, il connaissait les faiblesses de notre population, notre peuple. Oui, en Afrique, et malheureusement, c'est une donnée avec laquelle il faut compter, le tribalisme. Nous réfléchissons, c'est nos réflexes traditionnels, nous ramènent toujours à ça. Et c'est ce que Houphouët voulait éviter. À nous, quasiment en nous imposant le parti unique. C'est une façon de parler imposée entre guillemets. Parce que Houphouët savait très bien que déjà à l'époque, si on s'était payé le luxe d'aller au pluralisme, eh bien, ça allait donc nous faire tourner en rond. C'est une question. Mais après, il était certain que ce n'était pas entièrement réglé. Et des gens qui peuvent investir dans ces clivages pour nous détruire, ils sont à l'affût. Quand il dit que la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri des tentations, bien sûr, c'est pas tout le monde qui a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire soit debout. Et puis il y a beaucoup de richesses et beaucoup d'enjeux pour lesquels il faut nous-mêmes que nous fassions attention. Quand on est conscient de cette situation, on dit c'est quand le mur est fendu et que les cafards et les ardis plutôt que les cafards peuvent entrer. Si nous sommes d'accord que nous avons un beau pays, on dit qu'il est béni de Dieu, qu'il y a un peu de richesse dans ce pays-là, nous devons faire en sorte que cette richesse-là, nous puissions la conserver, la garder jalousement en entretenant l'unité nationale. Ne permettons surtout pas que les ennemis de la Côte d'Ivoire qui veulent nous voir reculer aient de la place pour prospérer parmi nous. Alors donc la solution, c'est que nous nous aimions, nous nous conservons les uns les autres, qu'on bâtisse la paix, l'amour du prochain, la confiance dans le peuple, en chacun de nous, la confiance dans l'autre,
Nous avons un seul pays. Si nous l'aimons, apprenons à nous aimer. Au fond, après, le reste, c'est une question d'idée. Moi, j'ai une vision. Vous avez une vision. Bon, comme nous ne semblons pas avoir la même vision, allons devant le peuple. Le peuple, c'est ce qui est bon pour lui. C'est lui qui tranche. Et une fois qu'il a tranché, pour cela, il faut que nous aussi nous acceptions de nous donner des moyens pour que justement, de même, nous puissions éviter les conflits. Les moyens démocratiques, c'est qu'une élection, un jeu, puisque je parle de jeu, dans un jeu qui oppose deux équipes, il y a toujours un arbitre. Donc faisons en sorte que, puisque nous connaissons les raisons, les causes de notre crise, du manque de confiance, donnons-nous les moyens pour bâtir, pour nous donner, nous-mêmes, doter la Côte d'Ivoire d'institutions fiables, crédibles, irréprochables. Des gens nous ont déjà fait la leçon, Obama nous disait, ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas des hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Aux États-Unis, que les États-Unis aient un président aujourd'hui ou pas, pendant 5 ans, le pays va fonctionner. Voyez-vous, il faut que de plus en plus, nous allons dans ce sens. Si nous aimons notre pays, nous voulons qu'il tienne debout. Or, nous sommes obligés d'aller dans ce sens. Absolument. Voilà. Absolument. Et ça, il faut beaucoup de tolérance et l'acceptation les uns des autres, comme vous avez dit. Et parce que, encore une fois, je me base encore sur ce que disait le président Félix Houphouët-Boigny, quand il a dit qu'il faut chercher sans cause à comprendre les raisons des autres, même quand ces raisons ne sont pas les nôtres. En un mot, observer la plus grande compréhension, la plus grande tolérance à l'égard de la compréhension des autres. Apparemment, en Côte d'Ivoire, en ce moment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est notre tribu qui nous importe. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'on parle de la Côte d'Ivoire, je dis, mais est-ce que nous sommes encore une nation? Est-ce que nous sommes une nation? Parce que pour bâtir une nation, il faut autre chose que ça. C'est une quête permanente et c'était le rêve suprême d'Houphouët, bâtir une nation. Lui qui a hérité d'un conglomérat d'une 60aine de tribus. Sans oublier que nous avons accueilli nous-mêmes, volontiers, nos frères, nos voisins. Ils sont nombreux, les Burkinabés, qui vivent avec nous depuis des décennies. Ils sont nombreux, nos frères maliens, qui sont avec nous depuis des décennies. Ils sont nombreux, nos frères libanais, qui sont avec nous depuis des décennies. Et puis, on peut en citer comme ça, et tout le temps. Mais voilà, ce qui fait la richesse de ce peuple, c'est sa diversité. Le melting pot. Mais justement, Houphouët voulait en faire un atout pour créer la richesse et donner du bonheur, terre d'espérance. Donc, le rêve d'Houphouët, c'était de bâtir une nation. C'est une quête permanente, jusqu'à ce que chacun de nous ne se considère plus appartenant à une tribu, mais qu'on se dit on appartient à une nation. C'est une quête permanente, on n'y est pas encore, on a même beaucoup reculé, et il faut ne pas perdre ça de vue, il faut revenir à ça, c'est ce que je crois, c'est l'objectif principal, il nous faut bâtir une nation une et indivisible. Tout à fait, et oui, justement. Et il a parlé dans ce sens justement où il a dit que chacun d'entre nous pense en Ivoirien. Tout à fait. En Ivoirien d'abord. Mais malgré les tensions, M. Kakabé, malgré les tensions, est-ce que l'espoir est permis pour que nous ayons quand même la paix en Côte d'Ivoire? Tout à fait. S'il n'y a pas d'espoir, alors en ce moment, il n'y a plus de raison de vivre ici sur sol. L'espoir est permis. Mais la population a peur. Elle a peur, mais vous savez, comme je l'ai dit, la responsabilité, heureusement, n'incombe pas au peuple. Allez-y à Abobo, allez-y à Yopougon. Nos parents continuent de vivre ensemble comme par le passé. Nos divisions, c'est au sommet. Et c'est quand nous allons sur le terrain rencontrer ces parents-là, alors même qu'on n'a même pas de solution à leurs problèmes, qu'on leur propose la division. Mais les parents continuent de vivre encore ensemble à Bobo, à Yopougon, à Boaké, d'où je viens avant-hier. Nos parents ne sont pas affectés par ces choses. La réalité, elle est là. Parce que de toute façon, ce peuple-là, vous avez des Baoulés qui sont mariés à des Burkinabés, vous avez des Goulas qui sont mariés à des Bété. On a fait des enfants. Ce brassage-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut le détruire. Je pense que, de ce point de vue-là, le socle est là. Il faut que tout simplement au sommet de l'État, les politiques comprennent leurs responsabilités, se parlent entre eux, apprennent à se comprendre, à dialoguer, à ramener la paix entre eux. Moi, je vous ai dit, madame, depuis 2010, puisque ça a été le point culminant de la crise, quand il y a eu cette crise-là, mais entre M. Ouattara et M. Gbagbo, si un seul d'entre les deux avait reconnu sa défaite, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est pourquoi je répète, aux jeunes générations, il n'y a pas de jeu au monde qui se solde par deux vainqueurs. En 2015, j'étais candidat. J'ai perdu, j'ai appelé M. Ouattara pour le féliciter. Tout à fait. En 2020, j'étais candidat. J'ai encore perdu. J'ai repris le même exercice. J'ai appelé M. Ouattara pour le féliciter. Par culture,
la culture démocratique. Et je redis, chaque fois qu'il y a un jeu, celui qui a perdu doit reconnaître sa défaite. Maintenant, il y a eu la guerre en 2010. Je dis, il y a eu des morts. Heureusement, ceux qui sont morts ne sont pas plus nombreux que ceux qui vivent. Et on continue de faire des enfants. Si nous voulons préparer l'avenir de ces enfants, et ceux qui sont encore en vie, même si on a perdu quelqu'un, on est obligé d'oublier le passé et d'aller à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que les acteurs politiques se parlent. Et je dis, les deux fondamentalement qui ont été opposés en 2010 pour une question d'élection, c'est Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara. Vous savez, chez nous en Afrique, en pays baoulé, en pays d'Ida, quand il arrive que dans un village, deux des villageois sont en conflit et qu'on veut régler, on les invite sous la palabre, devant la chefferie, devant les notables, et on donne à chacun la parole. Chacun prend le temps de s'expliquer et on prend le temps de l'écouter. À un moment donné, quand on a fini de les écouter, les notables se retirent. Ils vont apprécier et ils reviennent. Quand ils reviennent devant tout le monde, ils disent, ah, chef, tu es mon fils, c'est vrai. Dans cette affaire-là, on pense que tu as eu tort. Et il reconnaît, et les deux s'embrassent, on appelle ça chez nous à tour. Voici nos richesses. Alors, les deux, à l'époque, je donne un exemple. Moi, j'ai été président des jeunes du PDCI pendant 10 ans. Moi, je n'ai rien contre les militants du RDR. Je l'ai souvent dit, je connais ça, M. Ouattara. Il n'a pas cherché ma femme, il ne me doit pas. Mais parce que simplement, lui et le président Bédié étaient en conflit. Nous, militants du PDCI et ceux du RDR, mais on s'est battus ici. Ça a duré des années, jusqu'à ce que M. Bédié et M. Ouattara se réconcilient, même sans nous inviter. Mais quand M. Bédié et M. Ouattara sont réconciliés, comme du fil sur l'aiguille, leurs militants du PDCI et ceux du RDR les ont suivis. Il y a eu la paix et il y a eu ce qu'on appelle le RHDP. Mais quand on a eu la guerre en 2010, mon souhait, mon vœu, le plus cher, pendant 5 ans et bientôt 10 ans, je n'ai fait que demander ça. Il faut que, une bonne fois pour toutes, le président de la République Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, eh bien, renouent le dialogue. Si les deux se parlent à nouveau. Avant-hier, nous avons tous appris ici que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a téléphoné, ou du moins le président Gbagbo a téléphoné au Premier ministre. Je suis dans le peuple, j'ai entendu les Ivoiriens, j'ai vu le retour, de joie que ça a provoqué dans le pays. Il faut donc encourager notre classe politique à aller dans ce sens. Et puis, quand on est un vrai leader politique, on doit savoir lire les signes du temps. Les signes du temps actuel commandent, de mon point de vue, qu'on sorte de la belligérance. On s'est trop battu depuis 27 ans, ça a trop duré. Les autres pays ne nous attendent pas. Non. Et aussi s'organisent. C'est une compétition. Donc on ne peut plus continuer dans la belligérance éternellement. Il faut sortir de ça et aller définitivement dans la voie de la paix. La paix par le dialogue, l'amour du soi, du prochain. Et aujourd'hui, je suis heureux, moi qui ai échangé avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, il n'y a pas si longtemps, de voir qu'il est dans la disposition pour aller dans ce sens. À partir du moment où il est dans la disposition pour aller dans ce sens, que ces perspectives qu'on voit, pourquoi voulez-vous encore qu'on le tire vers le bas? Il faut au contraire l'entourer, l'encourager, l'accompagner, pour qu'il ait la force d'aller plus loin. Je serai heureux quand demain, Laurent Gbagbo vient dans son pays, Charles Blé Goudé. Dans la vie, on aime mieux que je sois. Absolument. Et qu'ensemble, nous venions participer à reconstruire le tissu social que nous avons participé donc à détruire. Voici moi, ma vision des choses. Voici ma préoccupation du moment. Et je pense que mon souhait, c'est que nous le comprenions ainsi. Si on accomplit ça de cette façon, pour moi, le reste là, c'est une question de compétition, et bien c'est une question de compétence, et laissons le peuple choisir librement qui y croit être bon pour assumer les charges du président de la République. C'est chaque 5 ans, ça doit arriver comme dans un jeu. La politique, ce n'est pas la guerre. Apprenons à comprendre ça si on a compris. Pour moi, on rend service à son pays et on va bâtir le destin de la Côte d'Ivoire. Nous sommes obligés, c'est un tout qui a besoin de tout. Nous devons reconstruire notre unité pour que le rêve de Fouela, bâtir une nation, une, prospère et indivisible, et qu'on poursuive justement son rêve. Oui. Et quels sont, selon vous, parce que ça c'est vraiment ce qu'il devrait arriver, et quels sont en dehors des classes politiques,
il y a quand même des acteurs importants dans le pays, des citoyens, mais qui ont une certaine position par rapport au reste du peuple et qui pourraient se faire entendre au plan pour pouvoir bâtir justement cette corde-là qui nous lie tous ensemble. Je vais penser par exemple aux médias. Oui. Je vais penser aux chefs traditionnels, aux religieux, Oui. je pense Oui. à tout ce monde et beaucoup d'autres. Vous voyez, madame, il y a 3 ans, parce que justement, je voyais venir ces événements que nous vivons. On dit gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Il y a 3 ans, parce que je voyais venir ce que nous vivons, je me suis rendu auprès de la chefferie traditionnelle, à Yamoussoukro. J'ai dit au chef, une de nos faiblesses dans ce pays, c'est que vous voyez, contrairement au Burkina Faso, vous avez une autorité morale, le Moro Naba. Quand ça ne va pas, tout le monde se reconnaît en lui. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas cette autorité morale. Et nos dévanciers sont toujours encore malheureusement dans l'arène. Donc nous n'avons plus personne que nous pouvons écouter en cas de difficulté. J'ai été voir les chefs traditionnels et les rois pour leur dire, devant ce que je vois venir, il me semble que si vous vous réclamez, vous pensez être vraiment des chefs et des rois, vous avez un rôle à jouer. Levez-vous. Parce qu'il ne faut pas qu'on porte les titres pour les porter non plus. Il faut que chacun ait une responsabilité, mais qu'il assume les demandes. J'ai dit au roi, si vous ne vous levez pas maintenant pour interpeller nos acteurs politiques, dans 3 ans, on va connaître une crise. Les preuves sont là. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai été voir les musulmans. Bokani Fofana, paix à son âme. Je lui ai tenu le même discours. C'est vous, les guides religieux. J'ai été voir les catholiques. Je lui ai tenu le même langage. Dans 3 ans, si vous ne vous levez pas pour faire quelque chose, on va connaître une autre crise. Ça y est là. Mais apparemment, on est là. Parce que je constate que c'est ça la faiblesse, une de nos faiblesses. Nous n'avons plus d'autorité en Côte d'Ivoire morale que nous pouvons écouter. Parce que, bon, malheureusement, voilà, il faut justement qu'on prenne conscience de tout ça, qu'on donne du contenu à tous ces titres que nous portons, que chacun prenne sa place véritablement dans la société, et comme au fond me le dit, ai-je fait bien faire ce que je devais pour ma nation. Que chacun se le demande, que chacun se le demande, que chacun l'intègre, que chacun y médite, que chacun médite à tout ça. Donc, malheureusement, nous n'avons pas ces forces-là. Et quand nos leaders politiques en viennent à des crises d'ego, comme ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, plus personne ne peut leur parler. C'est même pour ça que je me suis levé. Et j'ai constaté qu'il y a cette faiblesse en interne. J'ai été voir Abdou Diouf. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il y a 2 ans ou 3 ans, vous êtes le parrain du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il me semble quand même que vous êtes la personne indiquée pour aller au secours de la Côte d'Ivoire, un pays qui est en crise depuis 27 ans. Si Houphouët vous a confié le parrainage de son prix, le prix Houphouët-Boigny pour la paix, son pays, la Côte d'Ivoire, brûle. On a besoin d'avoir sur le continent africain quand même des leaders charismatiques qui peuvent parler à la fois à M. Gbagbo, à M. Ouattara, pour que les deux renouent avec le dialogue. J'ai été retenir ces propos. Je suis allé au Ghana voir Rawlings, paix à son âme aujourd'hui. J'ai été en Guinée voir Lassana Koyaté pour leur dire, il y a 3 ans, si vous ne faites rien, dans 3 ans, la Côte d'Ivoire sera encore dans la crise. Pour anticiper. Je n'ai pas été entendu. Et voici qu'on arrive là, devant les faits accomplis. Je me suis senti interpellé. J'avais un rôle à jouer dans ces conditions. Je m'offre en sacrifice. Je m'offre en sacrifice. Peu importe les injures de ceux qui ne comprennent pas. Ce qui est important, l'enjeu majeur ici, c'est que leur vie soit protégée. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire tombe dans notre crise, connaisse une seconde guerre. C'est vrai, j'ai été insulté. J'ai vu mes enfants parfois pleurer. De voir ce traitement, je leur ai dit, votre père n'a pas l'air d'être un idiot. Un jour, Dieu vous le revaudra. Je le fais pour la Côte d'Ivoire. Et je l'ai fait, je ne regrette pas l'avoir fait. Et là où moi je vais en venir, alors vous avez parlé tout de suite d'autorité morale que nous n'avons plus. Cela aussi est notre responsabilité à tous parce que nous avons, je dis toujours que la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui est le plus blanchisé dans sa tête. Je dis que les Ivoiriens sont des Français dans l'âme. Et ça, les autres ont gardé leur culture. Bien sûr. Le Ghana a gardé sa culture. Bien sûr. Le Sénégal. Bien sûr. Le Mali, mais la Côte d'Ivoire, non.
Oui. Nous avons trop relégué nos cultures au second plan. Et là, il y a quelque chose à faire pour relever la culture ivoirienne, parce que j'ai lu les réactions des gens sur Facebook dernièrement qui insultent un des rois, celui de Bonois, c'est ça? De Bonois, oui. Enfin, on l'insulte carrément. Où je dis, mais comment peut-on, si les enfants savaient ce que c'est que le roi chez nous, est-ce qu'ils parleraient comme ça? Ils n'ont aucune notion de ce que c'est que nos valeurs. C'est vrai. Il faut absolument que nous revenions à cette culture ivoirienne, africaine, pour montrer à nos enfants, voilà, dans notre vie, voilà ce qui se passe. Mais ils ne savent pas, les enfants. C'est vrai, vous avez raison, nous sommes là dans une crise de valeurs. Nous avons perdu toutes nos valeurs, il faut le reconnaître, au profit des valeurs de l'Occident. Bon, ça aussi on le paye cash, et les autres ont essayé tant bien que mal de conserver leurs valeurs. Au Burkina, c'est pas pareil. Même au Sénégal, c'est pas pareil. Bon, aujourd'hui, nous parlons de souveraineté, mais quel est ce pays-là qui veut sa souveraineté qui n'a même pas de langue pour lui-même, même pas de langue pour lui-même, non pas de monnaie pour lui-même. Exactement. Voilà, nous avons tous ces handicaps que, voilà, le fait de la colonisation et puis trop porté sur ces valeurs, où voilà, il n'y a pas d'œuvre humaine qui ne soit pas critiquable, qui n'ait pas de faiblesse. En même temps qu'on a célébré Oufoué, dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines, bon, il a trop vite peut-être en besogne, on n'a pas mis des garde-fous, on a presque tout perdu, mais c'est une réflexion qu'il faut maintenant mener sérieusement. Oui. Tout à fait, parce que là, c'est très important. Ils seraient tous intervenus dans cette crise-là, qu'on n'en saurait pas où on en est actuellement. Bien sûr. Voilà. Et puis, alors, en dehors de ça aussi, je voudrais que vous nous parliez un peu de vous-même quand même. Bien sûr, vous avez dit déjà ce que vous avez fait. Et quelles sont les perspectives de votre part que nous pouvons attendre? Qu'est-ce que vous nous proposerez comme solution de sortie de crise, puisque la crise est là? Vous avez voulu prévenir, on ne vous a pas entendu. Maintenant, dans le fait de l'action, qu'est-ce qui peut se faire? La règle en démocratie, justement, c'est ça, qui est complexe, mais qui est aussi beau d'ailleurs, c'est qu'il y a un temps pour débattre, pour proposer, et que le peuple tranche. Une fois que le peuple a choisi, dans le cas d'espèce, le peuple a décidé de confier les 5 années à venir à un homme, M. Alassane Ouattara. Tout à fait. C'est lui qui a la responsabilité de conduire, n'est-ce pas, la destinée du peuple, à partir du programme qu'il a proposé aux Ivoiriens, de son projet, de sa vision. C'est donc c'est sur la base de son programme, de son projet qu'il va gouverner. Je crois que, comme moi, tous les deux, nous avons fait le constat que la Côte d'Ivoire doit aller à la paix, à la réconciliation. On a ça au moins comme vision en commun. Et je suis à la disposition du pays. Moi, partout, la Côte d'Ivoire m'appelle pour servir mon peuple, mon pays, comme un soldat. C'est dans mon parti au PDCI que j'ai été qualifié à un moment donné de soldat perdu. Mais au moins, on reconnaît que je suis un soldat. Un soldat, c'est celui qui est fait pour servir. Partout, la Côte d'Ivoire a besoin de moi. Je suis prêt, si mes compétences me le permettent, à donner le meilleur de moi-même pour que je puisse contribuer justement à relever ce pays. C'est notre pays. Moi, je suis né là, j'ai grandi là, mes racines sont là, tout est là, ma vie est là. Et ce pays-là nous a presque tout donné. Nous avons le devoir, chacun de nous, à quelque niveau où on se situe, en retour, de donner quelque chose à ce pays. Donc, moi, je suis disponible, disposé, quel que soit l'endroit, le lieu, le moment, pour apporter ma contribution. Que nous attendons. Ah oui, votre contribution que nous attendons, parce que vous en avez fait déjà pas mal, vous avez fait beaucoup, hein, avec toutes les démarches dont vous parlez, je crois que vous avez fait beaucoup, mais justement, personnellement, je vous dirais, continuez donc dans cette voie, continuez à faire ce genre de démarches, pour qu'on vous écoute. À force de répéter, on va finir par vous écouter. Ah, c'est vrai, Oufoué me le dit. Vous voyez que je reviens chaque fois à Oufoué. Oui. Je n'ai pas besoin de fouiller ailleurs parce que Oufoué existait dans notre vie. Nous le connaissons. C'est une bibliothèque, même s'il n'est plus vivant. Oufoué, son œuvre est un enseignement. Et moi, je me réclame de lui. En plus, moi, je suis de Père Baoulé, je suis de Mère Dida. Ça fait deux grands groupes, Akran et Kourou. Quand on est issu de telles tribus,
est-ce qu'on peut objectivement souhaiter qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire? Non. Non. Le jour où les Baoulés ou les Akans et les Krou vont se battre, moi je prendrai position pour qui? Non, je suis né naturellement pour rassembler. Absolument. Je suis un rassembleur. Et par-dessus tout, j'ai été à l'école d'Oufoué. Ce que je sais faire, c'est rassembler. La paix, le dialogue. Donc, je ne peux pas m'arrêter tant que la Côte d'Ivoire va souffrir. Et je crois que nous avons choisi de le faire, c'est la politique. Et on doit le faire, on doit continuer. On ne baissera pas les bras. Nous devons continuer. Notre joie un jour, c'est de voir ce peuple-là uni à nouveau. Et je suis confiant. J'ai bon espoir que les Ivoiriens finiront par se retrouver. Ils vont finir par s'aimer à nouveau. Ils vont finir par se mettre ensemble pour rebâtir ce pays-là. Parce que ce pays-là, il est fait pour être leader de la sous-région et même de l'Afrique. Il faut que ces enfants le portent. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire nous demande. Il faut qu'on le porte. On ne peut le porter que dans l'unité. Un peuple uni, rien ne lui résiste. Ouais. Il serait important peut-être aussi, M. Kakabe, de voir du côté des réseaux sociaux. Parce que vraiment, la guerre que les gens se mènent sur ces réseaux-là, ça mérite qu'on y jette un coup d'œil et que l'État puisse intervenir quand même pour arrêter certaines choses. Je pense qu'on a quand même notre mot à dire sur ce qui se met dessus. J'avoue que... Bon, écoutez, là, nous payons tous les frais de ces choses avec de très grande liberté. Moi, j'ai vécu une expérience sur ça une fois, et puis bon, j'ai même écrit pour une fois à des amis pour leur dire il y a trop de liberté sur votre espace. Je suis obligé de m'en aller. Voilà. Parce que quand même, en Occident même, ceux même qui ont créé les réseaux sociaux, ils n'utilisent pas comme ça. Pas comme ça, vraiment. Pas comme ça. Non. Donc il y a une éducation à faire. Il y a une éducation à faire. Il faut que les gens sachent leurs limites, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'on ne doit pas faire. La Côte d'Ivoire, comme l'Afrique, doit être, disons, une société de vertu, une société vertueuse. Il y a des choses en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas se permettre au nom de la culture, mais comme nous l'avons dit, nous avons reconnu nos faiblesses nous-mêmes. Et aujourd'hui, notre très grande proportion à la liberté sur les réseaux sociaux, ça a son impact, à n'en point douter, sur ce que nous faisons. Ça, je suis d'accord avec vous. Une trop grande liberté. Voilà. Une trop Ce sont des questions qu'il faut étudier de près. Oui, voilà. absolument. On ne sait même plus en faire bon usage. Non, non. Voilà, on ne sait plus en faire bon usage. Non. Voilà. Il faut absolument qu'on regarde ça de près, parce que vraiment, et que nous parvenions. Je dis toujours que la paix n'a pas de préalable, c'est la paix qui est le préalable à toute chose. Tout à fait. Et beaucoup de gens, en ce moment, les choses se calment un peu, mais dites-moi un peu quand même, cette histoire de désobéissance civile, il ne faut pas occulter la chose. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il ne faut pas le souhaiter, il ne faut pas l'encourager. Vous savez, je vous ai dit ici d'entrée de jeu, je n'avais pas de raison objective d'être contre M. Ouattara. Non. En tant que militant du PDC-IRDA, il y a eu le boycott actif de 95. Ouais. Le boycott, les auteurs du boycott, c'est M. Laurent Gbagbo, M. Ouattara, ensemble. Nous l'avons condamné. Parce que nous savons ce que c'est que les conséquences d'un boycott. Nous, PDC-IRDA. Quand nous, PDCI, nous avons condamné en 95 déjà le boycott actif, parce qu'on connaît ses conséquences, nous ne pouvons pas, 20 ans plus tard, venir dire aux Ivoiriens, allons au boycott, pour nos intérêts. Non, ce n'est pas la voie. Je le dis et je le redis, ce n'est pas la voie. Écoutez, tous les problèmes peuvent trouver solution dans le dialogue, la discussion. Ce qui m'a étonné, quand on va à la crise de 2010, le PDC-IRDA était au pouvoir avec Alassane Ouattara. De 2010 à 2018. Pendant les 8 ans, même 2019, mon parti, le PDCI, ne s'est pas souvenu que les conditions n'étaient pas réunies pour aller aux élections. À aucun moment. Ils étaient tous d'accord. Mon parti, le PDC-IRDA, a même aidé à changer la constitution ivoirienne. Nos députés ont voté, en connaissant bien sûr les conséquences. Mon parti, le PDCI, pendant les 8 ans, ne s'est pas souvenu que Laurent Gbagbo est à l'étranger, il faut qu'il rentre. Subitement, une crise d'air entre vous. Vous dites non, si Gbagbo n'entre pas, on ne va pas aux élections. Vous dites non, si on ne change pas la CEI, mais pendant 8 ans. Ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire, dans le calme, dans le dialogue. On aurait pu se concerter sur ces questions-là. Mais j'ai le sentiment que dans ce pays-là, nous, les acteurs politiques, tout le monde y compris, nous ne travaillons que pour nous-mêmes, nos propres intérêts. Tant que nos intérêts sont pris en compte, ne sont pas menacés, on ne se plaint pas. Et
Et quand nos intérêts sont menacés, ce n'est pas pris en compte, on pense qu'on est obligé d'inviter le peuple à défendre nos intérêts pour nous-mêmes. Non. On n'est pas en politique pour soi, pour nos intérêts. Nous sommes là pour l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que l'objectivité puisse guider toujours nos démarches. Voici ma réaction. Je le dis aujourd'hui, de la même façon que j'ai condamné le boycott actif en 2015, je ne peux pas aujourd'hui le soutenir, le boycott actif. Tout comme j'ai dit à mes amis de génération, qui ont animé à un moment donné la rébellion, quel que soit le motif, les problèmes que la Côte d'Ivoire ait pu connaître, une partie ait pu connaître, la raison, ou du moins, on ne peut pas vouloir régler les problèmes en prenant les armes. J'ai dit non. On ne peut pas prendre les raccourcis. Dans une république, penser que parce qu'on a des problèmes, on doit avoir recours aux armes. Il faut que cette méthode prenne fin. Nous sommes dans un débat républicain, dans un peuple civilisé. Dans un peuple civilisé, les débats se mènent sans passion, sans armes, sans violence. Il faut proscrire la violence. La violence est trop invitée dans le débat politique ivoirien. Il faut l'extirper du débat. Et il faut qu'on avance sereinement autour de nos idées que nous portons et des valeurs que nous avons à proposer aux Ivoiriens. Donc, pour me résumer, le boycott, ce n'était pas une bonne chose. J'ai même pensé, ou je continue de croire que si mon parti, le PDCI-RDA, avait été à ces élections-là, il avait des chances de les gagner. C'est possible. Il avait des chances de les gagner. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si tant est que, et là je vais un peu plus loin, on m'a dit à un moment donné que Gbagbo et Bédié sont d'accord. L'FP et le PDC sont unis. Mais comme ils sont si d'accord, si unis, que Gbagbo ne peut pas rentrer, pourquoi ne s'arrangent-ils pas pour être tous derrière Henri Konan Bédié? Une seule candidature à Fingessa Mabri derrière Bédié pour aller face à Alassane Ouattara. Dans les urnes. Et ils choisissent le boycott. L'absence. La politique de la chaise vide ne paye pas. Et puis, vous boycottez des élections. Vous refusez d'y aller. Et le lendemain, vous proclamez président de la République. Comment peut-on devenir président d'un pays moderne, démocratique, sans avoir été à des élections? Impossible. Non. Le président Bédié, mon père, a été président dans ce pays pour la première fois par l'application de la loi. L'article 11 de la Constitution ivoirienne. Donc lui, mieux que quiconque, sait très bien qu'on ne devient pas président du jour au lendemain. Sans aller aux urnes, sans scrutin. Ceux qui l'ont conseillé ça ne l'ont pas bien fait. Et je ne peux pas le cautionner. Maintenant, je pense que il faut saluer la magnanimité, l'humanisme du président Ouattara. M. Bédié est en liberté. Et nous tous devons travailler à ce qu'il en soit ainsi. Moi, je dis au président Ouattara, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Il ne faut pas ajouter de trouble au trouble. Il faut avoir de la tolérance. Il faut être patient. Quand on a le destin d'un peuple comme la Côte d'Ivoire en main, on ne reprend pas au coup par coup. Donc, il faut aller avec patience. Et je félicite Alassane Ouattara dans la gestion de cette crise. M. Bédié est en liberté. Il faut aller au dialogue. Mais il faut aussi que mon parti, le PDCI-RDA, fasse le deuil de ce boycott. Et regarde l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Ce sont les élections législatives. Si le PDCI n'y est pas, qu'est-ce qu'il deviendra? Il va disparaître. Et même s'il doit y aller sans les préparer, qu'est-ce qu'il va avoir? Donc, sortons de nos émotions. Faisons le deuil du boycott actif. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'avenir. C'est comment on prépare les élections des députés pour donner encore la force au PDCI. Ça suppose qu'il faut aller à la paix. Il faut aller au calme. Et j'invite, j'insiste, je considère, j'encourage le président Ouattara dans cette voie. Dans cette voie. À maintenir coûte que coûte le lien du dialogue entre lui et le président Henri Konan Bédié. Pour que nous puissions préparer dans la sérénité le retour de Laurent Gbagbo, qui est en cours, je suppose. Vous voyez bien, nous ne sommes plus trop loin du bout du tunnel. Nous sommes plus trop loin du bout du tunnel. Donc il faut savoir raison garder en cette période et aller à l'essentiel, en privilégiant et bien les intérêts des Ivoiriens. Nous avons trop souffert. Ils sont nombreux qui sont encore en exil, il faut qu'ils rentrent. D'autres sont encore en prison, il faut qu'ils en sortent. Mais pendant qu'on veut que d'autres sortent, ne faisons rien pour que ceux qui sont là rentrent aussi en prison. Absolument. Mais voilà, on demande qu'on libère les anciens prisonniers, pendant que nous-mêmes on casse, on brûle. On fait le boycott pour qu'on aille en prison. Mais non, c'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Il faut que la raison nous habite. Quelqu'un l'a dit une fois que, voilà, les Ivoiriens, la classe politique, on a été tous possédés par Satan. Mais faisons en sorte que Satan quitte nos corps. Que Satan quitte nos corps, nous délivre, pour qu'enfin nous puissions avoir des vibrations positives qui accompagnent les espérances du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le moins qu'ils puissent attendre de nous.
Et qui plus est, moi je me dis boycott, d'accord, même si je ne partage pas l'idée. Désobéissance civile, je dis bien d'accord, même si je ne partage pas non plus l'idée. Mais avec une population qui n'est pas préparée à ça et qui se jette dans la rue et qui sont armés, ils sont armés les uns contre les autres, nos jeunes sont armés les uns contre les autres. Ils savent comment on peut permettre cela, quel est ce degré de haine qu'on a installé dans le cœur des enfants pour que l'un puisse couper la tête d'un autre. C'est pourquoi, madame, je conseille toujours qu'on ne crée pas les conditions d'un tel affrontement. Dès lors que les jeunes sont dans la rue, on ne peut plus rien maîtriser. On ne peut plus maîtriser. Dès lors que les jeunes gens sont dans la rue, on ne peut plus les maîtriser. Nos enfants qui, de toute façon, ne travaillent pas. Ils ne savent pas à quoi sert leur vie. Vous avez l'occasion de descendre dans la rue. Quand ils sont dans la rue, mais c'est les excès, on ne peut plus rien contrôler. Tout ce qu'ils attendent de nous, alors qu'ils ont tous les diplômes, c'est qu'on leur trouve du travail, qu'on les occupe, qu'ils pensent à bâtir nos vies. Vous pensez, madame, que ceux qui vont s'affronter là, parmi eux se trouvent nos ingénieurs? Non. Nos pilotes? Nos médecins? Non. Non, parce que ceux-là sont occupés à faire quelque chose pour le pays. Mais c'est ceux qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire, qui sont à la maison, qui sont livrés à eux-mêmes. Et quand on leur vend des rêves, avec 1000 francs, 5000, 2000 francs, eh bien ils s'affrontent. Et dès lors qu'ils sont dans la rue, on ne peut plus rien contrôler. C'est pourquoi il faut toujours se dire la chose suivante. Si mon propos peut conduire à la perte d'une vie humaine, je m'abstiens. Absolument. Si un acte que je pose doit donc conduire à la perte d'une vie humaine, je ne pose pas cet acte. Il faut nous l'enseigner au moins. Enfin, tout le monde se réclame de Félix Houphouët-Boigny. Ils sont nombreux qui disent avoir été à son école. Mais combien auraient agi, ou bien agissent en ce moment, comme Houphouët l'aurait fait, si Houphouët avait été vivant. Voilà la différence. Quand nos intérêts sont en jeu, nous perdons l'essentiel. Nous perdons la lucidité, nous perdons notre contrôle, et puis on devient méconnaissable. Non, nous devons rester dans nos bottes, droits, si on aime le peuple de Côte d'Ivoire, avoir des principes, et il faut les respecter, il faut tenir ces principes. Comme je disais, Martin Luther King a obtenu des États-Unis ce qu'il voulait. Tout à fait. Sans exposer ceux qui l'ont suivi à la mort. Bien entendu. Gandhi, pareil, a obtenu de la Grande-Bretagne ce qu'il cherchait. Tout à fait. Sans qu'il ait envoyé les Indiens se faire tuer. Bien sûr. Il faut prier que la Côte d'Ivoire puisse avoir dans des Gandhi, des Luther King, voilà, même ressusciter au fouet, parce que c'était quand même notre référence en la matière aussi. Mandela, les hommes de paix, et la Côte d'Ivoire doit maintenant travailler à promouvoir justement des valeurs comme la paix, avoir des hommes politiques qui ont un profond respect pour la paix, qui ont un profond respect pour la vie humaine, parce que la vie humaine elle est sacrée, c'est Dieu qui la donne, c'est à Dieu qu'il appartient de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain, même pas pour ses opinions. Si on considère cela, aujourd'hui tu es devenu un acte banal dans un pays où on se donne à tout, mais après on s'étonne que non. Et il faut aller à l'essentiel, il faut recadrer le débat, il faut revoir les choses, promouvoir de nouvelles valeurs. L'Ivoirien nouveau que j'ai appelé de tous mes voeux dans mon projet en 2015, c'est de ça qu'il s'agit. Comme un Ivoirien peut regarder son voisin Ivoirien et puis donner la mort aussi facilement, prendre une allumette, prendre les pneus, brûler aujourd'hui. Non, c'est pas ça l'Ivoirien. Mais où allons-nous? Et où allons-nous? Et puis pourquoi tout ça? Si encore il y avait une raison, il n'y a pas de raison à tout ça. Où allons-nous? Il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. Ça commence par nous, les acteurs politiques au sommet. Faisons la politique autrement. Faisons-la autrement. Apprenons à respecter la vie des autres. Apprenons à avoir des principes et des valeurs. Et apprenons à respecter le peuple de Côte d'Ivoire et ses intérêts. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que vraiment, on n'a pas eu le sentiment que le peuple était protégé. Au contraire, parce que j'ai essayé de trouver une personne avec qui j'ai parlé justement du fait qu'on n'avait pas le droit d'envoyer les jeunes gens s'affronter et qui m'a dit la liberté n'a pas de prix, et même au prix de la vie. Alors j'ai dit, mais pourquoi c'est pas ta vie à toi que tu as mise en péril, mais la vie des jeunes gens. C'est irresponsable, c'est lâche. Et leurs enfants sont à l'abri, eux-mêmes ils sont à l'abri. Et c'est au prix de la vie des autres qu'il faut bâtir leur liberté à eux. Moi j'ai souvenance que, d'ailleurs c'était au café de Versailles, chez notre grand frère Alpha Blondy, en 2000, je ne sais plus combien, il y avait les audiences foraines qui n'étaient pas bien maîtrisées, les jeunes ont commencé à s'affronter.
Moi, j'étais président des jeunes, j'ai appelé Blé Goudéchal, on s'est retrouvés, dit, hey, faut pas que nous ayons la mort des jeunes sur nos consciences. Ouais. On dit aux jeunes foraines, pourquoi les jeunes peuvent s'affronter? Ça prend des proportions. Un mort à Bassam, un mort à Imblekro. Nous sommes assis tous les deux, Blé Goudé, Yaïro et moi-même. Nous avons lancé l'appel pour mettre fin aux affrontements. Dieu merci, les jeunes nous ont écoutés. Le lendemain, tout a pris fin. C'est notre joie. Voilà. Non, c'est ce qu'il faudrait qu'on apprenne à faire. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il ne nous reste plus que 10 minutes, c'est ça, non, qu'on est en train de nous signaler. Et je ne veux pas lâcher M. Kakabe comme ça, au bout de 10 minutes, sans qu'il ait vraiment tiré une belle conclusion pour les Ivoiriens, pour que, absolument, nous comprenions que la vie du peuple est à protéger, pour que nous comprenions, que nous fassions un résumé de tout ce qu'il vient de dire, parce qu'il a parlé pour le peuple. Et c'est au peuple qu'il est en train de parler. Et il faut absolument que, en conclusion, vous disiez le mot de la fin de notre émission. Alors, je voulais vous dire aux Ivoiriens, nous avons eu cette chance d'hériter d'un beau pays. Nous avons tous l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est riche. Oui, elle est riche d'abord parce que nous existons. Nous devons savoir et comprendre que nous ne sommes pas tous la même tribu. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et nous avons accepté tous d'avoir la même carte d'identité. Donc, d'appartenir à la même nation. C'est un rêve que nous devons tous avoir en commun, en partage, de bâtir une nation une et indivisible, et puis prospère. Pour bâtir ça, il nous faudra donc nous convaincre de ce que nous devons nous aimer les uns les autres. La politique n'est pas faite pour nous diviser, bien au contraire. Mais la responsabilité des hommes politiques dans ce débat est grandement engagée. Remettons-nous en cause et mettons-nous véritablement au service du peuple de Côte d'Ivoire. Pour le reste, je vais dire aux Ivoiriens, moi, je ne perds jamais espoir dans l'avenir de ce pays. Non, pas du tout. Je dis, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour aller à la paix. Nous avons passé beaucoup trop de temps dans la guerre, dans les palabres. Le temps est arrivé qu'on aille à la paix. Préparons sereinement ces moments qui arrivent pour que nous puissions réserver à nos enfants un avenir un peu plus radieux. La Côte d'Ivoire doit reconquérir sa place dans le monde. Nous avons du génie en nous. Faisons preuve de génie pour que la Côte d'Ivoire étonne le reste du monde par son génie. Il y a encore du génie en chacun d'entre nous. J'ai confiance en chacun. J'ai confiance au peuple de Côte d'Ivoire. J'ai foi en notre avenir. Merci. C'est nous qui vous remercions. Et merci pour le peuple de Côte d'Ivoire, justement. Et merci pour tout ce que vous avez fait comme sacrifice. Et merci pour toutes les démarches que vous avez menées pendant des années pour prévenir. Malheureusement, on ne vous a pas écouté, mais il est temps vraiment que les Ivoiriens écoutent, que la classe politique écoute. Même si on n'est pas d'accord, il faut écouter pour pouvoir justement faire d'autres propositions. Mais tout dans l'ensemble doit aller vers la protection de ce pays. La protection de ce pays. Et aux jeunes surtout, nous avons dit beaucoup de choses à cette antenne. Nous avons parlé de s'occuper. On peut s'occuper même quand on n'est pas riche. On n'a pas besoin de millions forcément pour être occupé, pour entreprendre. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat ici, à cette antenne. Beaucoup de jeunes sont passés. J'ai reçu même la FESI. J'ai reçu toutes sortes d'étudiants ici, j'ai reçu tous les groupes, les ONG, j'ai reçu tout le monde et nous sommes tous d'accord qu'il faut aller à l'occupation des jeunes. La jeunesse doit être occupée. On n'a pas eu la chance d'aller à l'école, cela ne signifie pas qu'on ne peut rien faire. Et comme disait l'autre, quel que soit ce que vous faites, il faut que vous soyez le meilleur, tout simplement, dans votre activité. Alors voilà, je remercie infiniment M. Kakabe qui a pris son temps pour venir à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. C'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Partagez. Et voilà, et je suis contente de vous avoir retrouvé, mais vous n'auriez pas dû dire quand même que vous étiez mon étudiant à toute la Côte d'Ivoire. L'histoire est têtue, chacun a son histoire. Et moi je suis fier de vous avoir eu comme enseignant. Merci. Comme professeur. Amis auditeurs, c'était Kakabe à votre antenne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse chacun d'entre vous dans sa maison. À très bientôt pour une autre émission. Pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, et si on s'écoutait? Une émission produite par Alpha Blondy
est présenté par Touré Bassa Aïssata. Notre richesse réside dans notre diversité culturelle. Réapprenons à nous parler